Israël, 9,2 millions d'habitants, un taux de vaccination énorme avec le vaccin Pfizer. Et en échange de doses de vaccin, des données transmises par l'État hébreu à Pfizer pour une étude de phase 4. D'abord, professeur, c'est quoi la phase 4? Mais la phase 4, c'est des données qui suivent la mise sur le marché. Donc c'est ce qu'on appelle des données en vie réelle. Ce qui est particulier ici, c'est que le système de santé israélien est très bien organisé et permet des données de bonne qualité qui viennent d'ailleurs d'être publiées dans le Lancet où on décrit l'efficacité de ce vaccin Pfizer en vie réelle. On n'est donc plus dans les études cliniques, on est en vie réelle avec un taux d'immunité collective atteint. Quels sont les premiers constats? Donc en fait, ce sont des données qui portent entre début janvier et fin avril. On a fin avril, dans les plus de 50 ans, 88% de personnes qui ont reçu les 2 doses. Tout âge confondu, on est plutôt aux alentours de 55-60%. Et l'efficacité en vie réelle confirme tout à fait les données de phase 3, c'est-à-dire une efficacité toute forme confondue d'infection de l'ordre de 95% de protection, qui va jusqu'à 97-98% pour les formes sévères. Et très intéressant à signaler, pour les formes asymptomatiques, la contamination alors qu'on ne sait pas qu'on est contaminé, une réduction également supérieure à 90%. Donc ce sont des données qui sont excellentes et tout à fait comparables à celles de l'étude clinique. Le vaccin est donc efficace, en ce compris contre les variants? Il est efficace en ce compris contre les variants. Donc ces données, c'est surtout le variant anglais qui a circulé en Israël pendant cette période. Donc les données que je viens de donner concernent ce variant anglais. Ce qu'il faut noter, c'est que parmi le petit nombre de cas qui ont été contaminés alors qu'ils étaient vaccinés, qui encore une fois sont beaucoup plus rares que ceux survenant chez les non-vaccinés, mais parmi ceux-là, il y a une surreprésentation du variant sud-africain, ce qui montre qu'il y a une petite perte de protection vis-à-vis du variant sud-africain. Un autre article très récent publié dans New England Journal of Medicine quantifie, je dirais, cette perte d'efficacité. Malgré celle-ci, on reste avec une efficacité de l'ordre de 70 à 80%, ce qui est quelque chose de très bien pour un vaccin. Et, conséquence, le gouvernement israélien a annulé l'obligation du port du masque à l'extérieur. Quand on regarde le nombre de nouveaux cas quotidiens en Israël, on est à moins de 50 cas par jour. Nous sommes à 3000 cas par jour en Belgique. Donc on voit qu'on a encore énormément de retard par rapport à Israël et ceci explique cela. Je pense que quand nous aurons 54 Covid par jour en Belgique, on pourra probablement en effet alléger significativement toutes ces mesures. En Belgique, cet effet collectif se laisse-t-il entrevoir? Non, parce qu'on est encore assez loin de ce seuil, manifestement. Ce n'est pas nécessairement un phénomène linéaire, il faut avoir atteint ce seuil critique qu'il est difficile de quantifier précisément, mais pour que les bénéfices se fassent sentir. Néanmoins, on a plusieurs signes qui montrent qu'on est en bonne voie. Prenons par exemple, si on analyse le pourcentage de tests positifs, à la deuxième vague, on était plus ou moins à 25% de tests positifs chez les jeunes 10-19 ans et chez les plus de 65 ans. Donc le pourcentage de tests positifs était le même. Actuellement, chez les plus de 65 ans, qui sont les plus vaccinés, on est aux alentours de 6-7% de tests positifs, alors que chez les 10-19 ans, on est toujours à 15-20% de tests positifs. L'actualité des vaccins reste incertaine. Si Pfizer déroule, Johnson & Johnson a des difficultés et AstraZeneca est à présent sur la liste noire européenne pour des questions de non-respect d'échéance de livraison. AstraZeneca est plus ou moins à 20-30% de ce qu'ils avaient promis dans les contrats initiaux, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de l'Europe, même vis-à-vis de l'Angleterre. Donc ils ont des problèmes de production. C'est la raison pour laquelle fin avril, l'Union européenne a adressé une plainte officielle à AstraZeneca, portant notamment sur le fait que dans le contrat initial, plusieurs usines devaient être utilisées pour fabriquer plus de vaccins et qu'elles ne l'ont pas été, semble-t-il, parce que les usines sont situées en Angleterre et que selon des particularités de droit que je ne connais pas, l'exportation vers l'Union européenne n'aurait pas été possible. Toujours est-il que c'est à cause de ce litige que le contrat n'a à ce stade-ci pas été renouvelé, pas à cause des problématiques de thrombose, thrombopénie, etc. dont on a déjà parlé. L'on évoque le raccourcissement des délais entre les 2 doses d'Astra, de 12 à 8 semaines. Pourquoi? C'est purement une raison d'organisation. Donc l'efficacité, elle est meilleure en attendant. Donc clairement, elle est optimale à 12 semaines. Ceci dit, la perte d'efficacité quand on va à 8 semaines est modérée. Et semble-t-il, pour des raisons d'organisation des campagnes de vaccination, la région de Bruxelles notamment a opté pour s'en tenir à 8 semaines.
Voilà, je pense que ça ne reflète pas un changement dans l'interprétation de la protection conférée par un délai plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, nous faisons cet entretien dans les locaux de Sidasol à l'occasion de la visite de la ministre Montréal. Un peu plus d'un an après le début de la pandémie, que savons-nous sur les présentations cliniques de la Covid-19 chez les personnes vivant avec le VIH? Donc il semblerait, en tout cas dans nos pays, en tout cas en Europe, que le VIH en tant que tel ne rend pas la Covid plus sévère ou plus fréquente. On a des courbes qui sont assez superposables. Ce n'est pas le cas en Afrique, tout simplement parce que la prise en charge du VIH en Afrique n'est pas ce qu'elle est chez nous, malheureusement. Il y a des données américaines également qui sont plus ambiguës, qui suggèrent que malgré tout le VIH pourrait être un petit facteur de risque. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que nos patients VIH vieillissent, c'est une épidémie vieillie, donc on a maintenant des patients qui ont dépassé 60 ans. La prévalence de certaines comorbidités est plus grande chez les patients infectés par le VIH, diabète, obésité, hypertension, en partie liée au style de vie, en partie liée aux traitements anciens que ces personnes ont reçus depuis des années. Et toutes ces comorbidités dont je viens de parler sont elles-mêmes plutôt des facteurs de risque de la Covid. Donc, probablement que pas tellement le VIH lui-même, mais des facteurs qui sont associés sont un facteur de risque et cela plaide dès lors pour que l'on vaccine ces personnes. Sont-elles plus à risque de faire des formes compliquées? Non, pas spécialement. En tout cas, le VIH lui-même, dans nos pays, n'est plus associé chez la plupart des gens à de l'immunodéficience. Grâce aux trithérapies, on a pratiquement la totalité de nos patients qui sont en charge virale indétectable avec des CD4 qui sont bons. Et donc le VIH en lui-même, bien traité, ne prédispose pas à des formes plus compliquées, mais les fameuses comorbidités que tout le monde connaît, obésité, hypertension, diabète et l'âge, se constituent évidemment, elles, des facteurs de sévérité de la Covid. Est-ce que les patients vivant avec le VIH répondent aussi bien que la population générale à la vaccination? On ne sait pas encore. Il y a une étude en cours dans les 3 hôpitaux académiques dont j'ai déjà parlé, l'étude de CureVac, où on va spécifiquement étudier cette question chez des patients infectés par le VIH avec des taux de CD4 différents. Je pense que la réponse sera bonne chez la plupart de ces patients, mais une étude clinique bien menée le confirmera. Un petit point, et ça fait écho à la visite de la ministre, il est clair que la pandémie a considérablement compliqué les activités de dépistage du VIH, et également les visites en consultation de routine dans les hôpitaux. Et donc, pour ces raisons-là, la pratique du dépistage et du traitement d'infection par le VIH a été plus compliquée pendant cette période. Est-ce qu'un vaccin parmi ceux disponibles est contre-indiqué en cas de séropositivité? Non, donc les vaccins qui sont actuellement disponibles, les vaccins adéno et les vaccins ARN messager ne sont en aucun cas contre-indiqués chez les immunodéprimés et chez les patients infectés par le VIH non plus. Et enfin, dernière question, professeur, êtes-vous favorable à l'obligation de vaccination pour le personnel des soins de santé? Je pense que oui. Je crois que le fait d'avoir des clusters dans les hôpitaux, bien évidemment, le personnel de santé n'en est pas le seul moteur. Il y a des visiteurs, toute une série de choses, mais dans certains cas, le personnel de santé contaminé peut contribuer à ces cas. Ces clusters peuvent paralyser totalement la vie de nos hôpitaux, y compris la réalisation d'actes chirurgicaux, etc. Donc c'est essentiel que le personnel médical soit vacciné. C'est une question de conscience professionnelle et je suis pour cette obligation.